et il y en a 2 qui acceptent de faire voyager les femmes. J'ai fait une grande partie de mon tour en Allemagne, en Autriche. Un point en Z. Point Z, zünftig, À tes souhaits. c'est compagnonique. Je ne trouvais pas d'embauche. Il y a un moment, il faut manger aussi. Bonjour à tous, Grain de Vérité avec Mika et Eric aujourd'hui. Linda Meyer, Bonjour. merci de nous recevoir. On voulait te parler depuis un petit moment, parce que tu as un parcours un peu atypique. Tu es donc compagnon menuisier. Oui. On dit menuisier-menuisière. J'ai dit menuisier. Compagnon menuisier. Et tu vas nous parler de toi, mais tu as fait un tour un peu bizarre où tu es parti en Allemagne, tu as tourné avec les Allemands, c'est ça? Oui. Tu peux nous expliquer comment ça marche? Oui, je vais vous expliquer de façon concise comment j'ai atterri en Allemagne déjà et pourquoi je suis partie en Allemagne, enfin sur le tour chez les Allemands. Je suis partie après le lycée 1 an comme jeune fille au pair en Allemagne parce que j'étais en quête d'une orientation mais je n'avais pas vraiment d'idée. Je bafouillais l'allemand parce que j'ai appris l'allemand à l'école et je me suis dit je ne vais pas perdre une année, je vais aller faire un séjour linguistique. Ce sera déjà ça de gagner, je vais apprendre à parler allemand. J'avais commencé à voyager. Je n'avais pas beaucoup d'argent, comme beaucoup de jeunes. Et pour pouvoir voyager sans dépenser trop d'argent, j'ai commencé à faire du stop. D'abord des petits trajets avec des copains, et puis de plus en plus loin, et de plus en plus longtemps. Et un jour, j'ai été prise en stop de Karlsruhe à Amsterdam par un compagnon charpentier. Allemand. Allemand. Ou français? Allemand. Ouais. Qui m'a parlé du compagnonnage, du tour, des différents métiers, et je ne savais toujours pas quoi faire de ma peau, et je me suis dit, bah, c'est génial, je vais faire ça. Voilà. Lui, son projet était de partir en Nouvelle-Zélande pour faire des maisons à pans de bois, et je me suis dit, bingo, je veux faire le tour, je veux voyager, je veux travailler, je veux faire ça. J'étais encore en Allemagne à ce moment-là, approchaient les vacances scolaires, et j'ai commencé à réfléchir pour trouver une place d'apprentissage. Je suis revenue en vacances chez ma maman, qui habite près d'Auxerre, et je me suis présentée à la maison des compagnons d'Auxerre. J'ai rencontré 2 jeunes aspirants. Donc à l'époque, tu voulais faire ton tour de France, mais en France. Pas Je voulais forcément faire en le Allemagne. tour. Ouais. Je ne connaissais même pas les subtilités entre la France, l'Allemagne. C'était vraiment les hasards de la vie. Je travaillais en Allemagne en tant que jeune fille au pair, mais je revenais en France pour les vacances et voir ma famille. D'accord. Et pour moi, compagnon, enfin, c'était la même chose. un métier, je ne faisais pas la différence. Et c'est pour ça que, naturellement, je suis allée voir les compagnons à Auxerre, parce que c'était juste à côté de chez moi. Ouais. Le compagnon que tu as rencontré en Allemagne, tu t'es pas dit, tiens, il fait partie d'un autre mouvement compagnonique. Non, compagnon, c'est compagnon. Oui, voilà, compagnon, charpentier, ça c'est chouette. Je veux travailler, voyager. On était en quelle année là? 98. D'accord. Voilà. J'étais jeune, naïve et ignorante de toutes les subtilités compagnoniques. Ouais. Voilà, moi je voulais me balader et travailler, quoi. Et donc je me suis présentée à la maison d'Auxerre et j'ai rencontré 2 jeunes aspirants. Je ne suis même pas rentrée dans la cour parce qu'ils m'ont dit mais laisse tomber, on prend pas de filles. Ah. Ouais. Je suis un peu tombée des nues là. J'ai réalisé pour la première fois que mon genre pouvait être problématique pour faire quelque chose. D'accord, très bien. Eh bien, je vais persévérer, puis je vais y arriver, puis je vais faire le tour. Donc j'ai continué à chercher en parallèle en France et en Allemagne. Et il se trouve que j'ai trouvé une place d'apprentissage en Allemagne et j'ai découvert que dans les sociétés compagnoniques, certaines sociétés compagnoniques allemandes, les femmes tournaient depuis déjà une 40aine d'années. Et c'est comme ça que je suis partie sur le tour en Allemagne. Que le compagnonnage en Allemagne, du coup ça marche un peu comme la fédération, c'est chaque société est indépendante? Oui, enfin, chaque métier, il y a 7 sociétés allemandes et il y en a 2 qui acceptent de faire voyager les femmes. D'accord. Et c'est toujours d'actualité ou ça a évolué? C'est toujours d'actualité, oui. Et c'est comme ça que je suis partie sur le tour chez les Allemands. En quel métier du coup? Et ben moi j'ai décidé de devenir menuisier. J'hésitais un peu. Charpente pour moi c'était trop gros. Ébénisterie c'était trop petit, comme Boucle d'Or et les 3 ours. Et menuiserie c'était pour moi pile la bonne échelle. Je dis menuiserie c'est parfait. Et tu as choisi menuiserie parce que c'était une des 2 sociétés qui acceptait ou... Non, parce qu'il y a différents métiers aussi chez les Allemands.
J'ai choisi menuiserie parce que le métier collait avec Oui. les études que j'avais fait avant. Ça alliait technique, géométrie, mathématiques, histoire de l'art, créativité. C'était pour moi la parfaite alternative. D'accord. Tu rentres dans ce compagnonnage en tant qu'apprenti ou il faut attendre d'avoir ton diplôme pour pouvoir partir ensuite? Il faut être diplômé pour D'accord. pouvoir partir. Oui, on n'a pas de, il n'y a pas de structure. On fait l'apprentissage, on passe le diplôme, on fait une pièce et ensuite on part. Ouais. Il n'y a pas toute la métastructure de formation comme en France. Donc il faut déjà il faut être majeur, D'accord. il ne faut pas être marié, il ne faut pas avoir d'enfants, il ne faut pas avoir fait de prison. Mais les profils, enfin, on est beaucoup plus âgés que nos lapins en France. Ouais. L'apprentissage en Allemagne, l'apprentissage lui-même, se passe à peu près comme ici ou En 3 ans. en 3 ans? C'est appelé en Vraiment 3 plus, ans. un peu Ouais. à l'ancienne du Ouais. coup. Ouais. Tu fais ton apprentissage et donc comment tu rentres en contact avec cette société? Tu as déjà pris contact avant, hein, parce que tu savais que cette société-là ou certaines sociétés prenaient les femmes, mais comment tu rentres en contact? Il y a les bureaux, il faut être parrainé ou... Il faut être parrainé, il y a des auberges et il y a un petit canard, il y a un canard qui circule et il y a aussi tous les ans en Allemagne la rencontre internationale des menuisières. Des menuisières. Des menuisières, C'est pas sexiste les- ça, dis donc. Euh, c'est discutable, bref. Donc j'y suis allée régulièrement en tant qu'apprenti parce que mon maître d'apprentissage m'offrait le séjour tous les ans et il y avait régulièrement des itinérantes qui passaient et c'est comme ça que j'ai pris contact. J'ai mis en gros une petite annonce dans ce fameux journal et il faut trouver un parrain parce que les compagnons viennent chercher l'itinérant à la maison. On vient le chercher. On vient le chercher. Et après, on repart à pied avec les compagnons. Effectivement, il faut être parrainé. Ah ouais, Il faut déjà être un peu dans le réseau du coup pour y accéder. Ouais. ouais. Et tu t'es fait parrainer comment, par qui? Donc Par tu mets un ton annonce, excuse-moi, tu mets ton annonce, Oui. et, donc quelqu'un te contacte, Oui, donc il faut créer une petite relation. oui. Après, on s'organise. Ça a été relativement facile pour moi, je dirais, parce que j'avais un profil un peu exotique. C'est pas du tout c'est pour me l'accent. vanter, mais une jeune fille, une Française, on n'en a pas encore eu. Du coup, j'ai trouvé relativement facilement un parrain. D'accord. Et ils sont venus me chercher à plusieurs en France. Il y a une fête, c'est une Losgepartie, la fête du départ. Et tu pars là, à l'instant? Enfin, ils viennent te chercher et tu pars ou... Oui, Ah oui, ils viennent te chercher et tu pars. tu es au courant de la date quand même. Ah oui, bien sûr, on s'est organisé avant. Déjà, il faut se procurer les vêtements. Donc, on les reçoit, donc on est en civil, en fait. Il y a cette fête qui est organisée avec la famille, les amis, les compagnons. C'était assez amusant parce que c'était près d'Auxerre, il y avait tous les jeunes itinérants français d'Auxerre qui sont venus. Donc, il y a eu un joyeux mélange. Déjà, c'était Génial, plutôt ouais. sympa. Et on se fait déshabiller. On nous enlève les vêtements civils, c'est la famille qui nous déshabille, et les compagnons nous rhabillent. Après, il y a tout un tas de petits rituels, on gagne chaque pièce du costume au gré du rituel. Et une fois qu'on est habillé, on fait la fête, et le lendemain, on part à pied. On a un périmètre autour du point de départ, la plupart du temps c'est le domicile, que l'on quitte à pied, et dans lequel nous n'avons plus le droit de pénétrer durant tout le temps du tour. C'est combien à peu près le périmètre 50. 50 Alors moi j'avais kilomètres. 50 km autour de chez moi et j'avais 30 autour de Karlsruhe parce que c'est à Karlsruhe que j'ai fait mon apprentissage. Et quand on est exporté, avec le Exportgeselle, le compagnon exporteur, on est fremdgeschrieben. Ça veut dire qu'on est inscrit étranger D'accord. et on doit rester à l'étranger. On doit être un étranger à l'étranger et c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de revenir dans cette zone de confort. On a le droit de voir sa famille en dehors, mais on n'a pas le droit. D'accord. Jamais. Pas Donc- un week-end, pas une vacance. Ouais. Sauf cas très exceptionnel. Ouais, un enterrement ou quelque chose. Un enterrement, Ouais. un mariage. D'accord. Et alors, pour mon cas, je l'ai fait pour le mariage de ma sœur. Je suis retournée chez moi sur le temps du tour, le temps du mariage. J'ai trouvé ça très désagréable. Ah ouais? Oui. Pourquoi?
Parce qu'on déroge à la règle et qu'effectivement, on se sent plus vraiment chez soi. Enfin, en tout cas, en plus, on a un look assez particulier. Et on respecte pas la règle. Ouais. Enfin, Tu es obligé de prévenir avant en disant. oui, et j'ai prévenu les compagnons. Je dis là, on est tous en lien, donc par le biais de ce petit canard. À l'époque, ça commençait à Internet, donc on allait dans les cafés Internet, on a un forum, et effectivement, on prévient et on dit voilà, là, moi, je dois rentrer chez moi. D'accord. Tu as besoin de demander l'autorisation ou tu es capable de juger si c'est suffisamment important Pour question de correction, tu demandes l'autorisation, tu préviens. Ouais. Oui. Et il se passe quoi si tu déroges à la règle et que ça se sait? Si tu avertis pas que tu rentres chez toi un week-end et que... Certains compagnons qui se sont mal comportés se font déshabiller. Mais enfin, Ah là, oui. on leur arrache leurs vêtements, on leur brûle le clouft, le costume, ça s'appelle un clouft. C'est comme retirer les attributs en France. Et après, tu es persona non grata et c'est pas souhaitable C'est si fini, tu c'est veux rester fini. correct avec les compagnons. Quoi. On parle de la tenue 2 secondes. Du coup, la tenue, c'est le pantalon côtelé en velours, le gilet, la veste avec le nom de blanc. Ah oui, la chemise blanche avec le col à l'intérieur. Oui. Cravate ou pas pour ta société? Non, pas dans la mienne. Pas de société. Donc pareil, on parlera de ça après. Mais, Les cravates ne prennent pas de femmes. Il y a la cravate rouge, ouais. Freiheitsbruder, Rechtschaffene Fremder, Vogtländer, cravate rouge, cravate bleue, cravate noire et ceux avec les boutons, Vogtländer. Ces 4-là ne prennent pas de femmes. D'accord. Et chapeau? Chapeau, très important. Sur les sociétés, c'est les 16 sociétés compagnonniques allemandes dont tu nous parlais. Le code vestimentaire est à peu près le même, à un détail près, bouton, cravate, mais sinon c'est le même, le même attirail. Je dirais. Oui. Ouais. C'est quand même très codé du coup. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans le compagnonnage allemand, c'est que nous, vu de l'extérieur, surtout nous compagnons, où il y a un côté rigide, où tu as tes placements, tes changements de ville, nos rituels, etc. Vu de l'extérieur, sans connaître, le compagnonnage allemand a l'air plutôt désinvolte. Tu sais, voyage à pied, le look est moins... Le look, j'entends les cheveux, les piercings, etc. sont moins carrés que chez nous, mais en réalité, ça ne l'est pas. Il y a beaucoup de codes sur le compagnonnage allemand. Et le clouft, une fois qu'on a été vêtu, on n'a pas le droit de l'enlever. Pour dormir? Pour dormir. En général, on en a un propre pour voyager, et puis parce que c'est toujours agréable de se changer quand même. Et on en a un pour travailler. Mais lors du voyage, on ne peut pas se changer. On est habillé comme ça. Oui, tu es habillé comme ça, 24 sur 24. Tout le temps du tour, oui. Donc tu dois emporter avec toi ceux que tu peux porter déjà. Oui. Donc tu n'as pas forcément une valise à roulettes, tu n'as pas un taxi qui te suit. Donc tu as un nombre de vêtements limité, plus tes outils. Assez peu d'outils. Ouais. J'ai fait une grande partie de mon tour en Allemagne, en Autriche, et dans la plupart des ateliers, je ne sais pas si c'est encore actuel aujourd'hui, mais dans chaque établi, il y a les outils de base. Moi, j'ai fait mon tour, j'avais une scie jappe et 3 ciseaux. Ouais. Mais que tu dois quand même mettre dans ton baluchon. Oui. Pour revenir sur les fringues, les habits étant codés eux-mêmes, oui. Pourquoi ce type d'habit? Pourquoi ces matériaux? Pourquoi le chapeau? Pourquoi les boutons? Pourquoi la cravate? Pourquoi le col à l'intérieur? Le col à l'intérieur, c'est juste le signe distinctif. C'est parce qu'on sait que voilà, c'est les Freireisenden, les voyageurs libres. Il y a Haxenkelle, eux ont un joint avec une Haxenkelle, je crois que c'est une herminette, mais je ne dis plus l'autre. Donc le joint étant la boucle d'oreille, on en a déjà parlé. Le joint, c'est la boucle d'oreille. Donc un seul? Oui, un seul. Et je vous expliquerai après pourquoi. Le pantalon avec les deux fermetures éclairs. Contrairement à ce que disent beaucoup d'itinérants. C'est pas une histoire d'anatomie. Ça nous vient des charpentiers de marine en bourgeois qui travaillaient dans les ports, qui avaient leur ceinture d'outils accrochée au pantalon, et c'est pour pouvoir, en cas de chute dans l'eau, l'ouvrir rapidement pour éviter de couler avec le poids des outils. C'est pour ça qu'il y a des ouvertures. C'est un pantalon à points, d'ailleurs on retrouve ça chez les marins aussi, qui ont des boutons. Pour pouvoir enlever le pantalon plus rapidement pour éviter les risques de noyade. Donc c'est de là que ça vient. Le gilet avec 8 boutons en nacre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de plastique, et la veste avec 6 boutons. Voilà.
Pourquoi 8 et 6 8, parce que c'était les débuts du militantisme syndicaliste pour essayer de limiter les heures par jour. En acre, parce que c'est un matériel un peu précieux. En cas de problème, on pouvait en découdre un pour négocier D'accord. de quoi manger, ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Mhm. Là, c'est une vieille coutume. Ouais. Et les 6 boutons de la veste, 6 jours par semaine. Donc 8 heures, de 6 travail. jours. Ouais. Pas de def. Pas de def, oui. Qui recouvre les chaussures pour éviter que les copeaux ne tombent dans les chaussures. D'accord. C'est marrant ça. On boit un coup en discutant. On a pris l'habitude, d'abord de boire un verre parce qu'il faut supporter les vignerons. Ok. Non, alors, blague à part, c'est pas forcément que du vin, c'est la bouteille. Chaque invité nous laisse une bouteille qu'on va ouvrir avec l'invité suivant. Nous étions avec Jean-Baptiste Duquesne avant, avec qui on a fait un super podcast, qui est un vigneron, entre autres, qui est un vigneron bordelais, Château Casbonne, qui essaie de réintroduire les vieux cépages oubliés de Bordeaux. Voilà. Toute une histoire, phylloxéra, etc. Et donc il réintroduit des vieux cépages qui sont certains sont plus en adéquation avec les réchauffements climatiques, les besoins en phytosanitaire, en entrant, etc. Donc il nous a passé une bouteille. Ça c'est du Jurançon noir qui ne fait pas partie de l'assemblage typique bordelais. Donc c'est un vin qu'on ne retrouve plus. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et puis donc merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Ouais, donc on était sur les fringues. Oui. Pantalon, pas de def parce que copeaux. Parce que copeaux, oui. Chapeau. Chapeau. C'est la dernière chose qui nous est remise et qui est la plus importante. Les compagnons, les premières traces du compagnonnage datent du Moyen-Âge. Et à l'époque, les serfs n'avaient pas les vilains. Non, zut, je m'amène les pinceaux, il faudra couper ça. Au Moyen-Âge, seules les personnes affranchies avaient le droit de porter le chapeau. Donc pas les serfs, du coup. Donc pas les serfs, oui, j'ai confondu les deux. Pas les serfs. Et les compagnons étant nomades et donc hors tutelle de seigneur, se sont offerts la liberté de porter le chapeau. Donc le chapeau est le symbole suprême de la liberté. Et il y a une règle chez les compagnons allemands, tout ce qui est posé sur la table appartient à tout le monde. Oh, c'est beau. On peut se servir sans demander. De la nourriture, du vin, une clope, un café. Il est donc strictement interdit de poser son chapeau sur une table, parce que c'est le symbole suprême de la liberté et elle n'appartient à personne d'autre qu'à soi. Donc le chapeau est extrêmement important. D'accord. Et on l'a toujours sur la tête, toujours. Tu le choisis ton chapeau? Ça fait partie des choses que tu reçois avant qu'on vienne te chercher. Donc tu choisis ton chapeau. Tu choisis ton chapeau, oui. Et donc là, toi, tu l'as choisi. Il était comment ton chapeau? Tu aurais une photo, pas là, mais qu'on puisse mettre une photo de toi en tenue. Je suis là derrière. Oh ben on fera un gros plan de derrière. Génial. Trop bien. Au milieu. Bon, ça c'est une photo un peu D'accord. humoristique. Ah ouais. Et le compagnon qui est allongé devant, ça c'est un peu, bon là on s'est un peu amusé, et c'était lors de la Heimgetippelei, on retourne à pied, on rentre chez soi à pied, on est accompagné par les compagnons qui ont marqué notre tour. Et celui qui est ramené à la maison pose couché devant. D'accord, donc tu arrives sur une photo à savoir que c'était le retour De telle personne. Oui. de telle personne. Oui. Génial. Donc toi, ton chapeau, tu l'as choisi pourquoi? Parce que tu aimais le genre ou... Moi j'ai choisi un haut de forme parce que les rebords n'étaient pas trop larges. Je trouvais que les chapeaux de charpentier avec des rebords très larges, je trouvais ça gênant, pour tourner la tête, etc. Et l'avantage du haut de forme, c'est qu'on peut cacher des trucs dedans. Comme quoi? Truc tout bête, mais une paire de gants en hiver. Et je suis aussi très frileuse. Et avec le haut de forme, je pouvais me permettre de mettre des cache-oreilles pour éviter d'avoir trop froid. D'accord. Voilà. Et oui, on n'y pense pas forcément, mais si tu dois pouvoir tout porter, le moindre petit emplacement pour mettre quelque chose est important. Oui. On apprend à s'organiser, quoi. Nous avons aussi un certain nombre de planques. Alors j'ai là ma veste. Donc avec... Génial. C'est pas forcément que du velours? Non, moi j'avais choisi, ça c'est de la Moleskine parce que je trouvais que c'était plus facile à entretenir. Mais donc on a un certain nombre de poches et on a un certain nombre de cachettes sur la veste. Des secrets, des secrets. Ah ouais, dans la doublure. Ah ouais. Dans les trop bien. doublures. Qui sont standards ou que tu as fait toi?
Alors, on fait faire par un tailleur. Il y a un tailleur spécialisé à Berlin et qui te propose des planques. Des options un peu. Voilà. Là, j'avais ici tout mon petit nécessaire de D'accord, bureau. c'est vachement J'avais un épais. seau. Oui, C'est pas le vachement Moleskine épais. qu'on a nous Non, c'est sur très nos épais. largeurs. Un point en Z, Point Z, Zünftig, à tes souhaits. c'est compagnonique. D'accord. Moi, je voulais une fermeture éclair parce que là, j'ai les clés de l'antivol de mon vélo parce que j'ai fait une partie de mon tour à vélo. Ici, j'ai Ah oui, dans les. Ah, trop une bien. autre petite cachette. Dans ma veste, voilà, je l'ai laissée là-haut, mais j'avais demandé ici une grande poche pour pouvoir mettre des documents A4 à plat, les contrats de travail, etc., pour pas les plier Ouais. plein de... Il faut vraiment penser à tout, du coup. Et j'avais demandé une queue de pie, parce que dans le bas de la queue de pie, j'avais mis des poches aussi pour... D'accord. Ah, tu ranger des peux, choses. tu peux personnaliser Oui. 100% ton habit. Oui. Donc l'habit est codé, mais pas dans le détail d'une Non. longueur, d'une. Non. D'accord. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est ton gilet qui a fait ton tour. Ça, c'est le gilet, c'est mon gilet qui a fait mon tour, oui. T'as tourné 3 ans. Oui, c'est minimum 3 ans et un jour. Ah, c'est génial. Mais j'ai mon bouton qui tombe un peu. Je l'ai remarqué. D'accord. C'est un bouton qui est là normalement. C'est pas juste toi qui l'as mis pour. Non, c'est le tailleur qui me l'a mis, mais celui-ci est strictement décoratif. D'accord. C'est génial. Ouais, ça donne envie de créer des. On devrait faire ça aussi. Ça symbolique un peu plus. Ouais, nous l'habit. T'as regardé d'ailleurs les origines de ce compagnonnage-là en comparaison avec notre compagnonnage français à nous. Il y a sûrement une origine qui est, pardon, qui est commune, même si les deux viennent pas de la même chose, on est d'accord. Hein. Oui. Mais système féodal, l'affranchissement des ouvriers, la maîtrise, etc. Il y a quand même beaucoup de points communs. Il y a beaucoup de points communs, mais je trouve que la transmission est surtout orale. C'est très compliqué de trouver des documents écrits qui soient encore valables. Et je trouve que c'est un peu difficile de faire le tri entre les différents témoignages qui nous sont apportés. Et il y a par exemple Erwin von Steiner qui était le Baumeister, Président. le maçon, le chef maçon de la cathédrale de Strasbourg. Là, je m'intéresse à lui. Je viens de tomber sur un document qui dit qu'il était franc-maçon. Certains disent qu'il était franc-maçon, d'autres disent qu'il était compagnon. Je trouve que c'est vraiment compliqué de trouver des sources fiables. Ouais. Mais tu sais, le compagnonnage français était pareil. Hein. C'est-à-dire que la retransmission était quasiment exclusivement de bouche à oreille, sauf pour les métiers compliqués comme les tailleurs de pierre ou le trait pour la charpente, mais c'est du court en fait. Après, la partie historique, c'était des on-dit. C'est aussi pour ça qu'on a des gros soucis dans les recherches historiques de vraiment faire la part entre le fantasme, la réalité, Oui. les on-dit, les histoires créées toutes pièces, mais en fait qui sont tellement bien faites et tellement anciennes qu'on se dit non mais c'était forcément ça. Il y a eu structuration fin 19e, mais c'est finalement plutôt récent. Très récent, oui. Ouais. Mais ça va aussi avec le compagnonnage allemand, hein, ce que tu me dis là, où c'est finalement en essence plutôt solitaire, tu tournes seul. Alors, tu Oui. peux tourner accompagné, mais c'est ton tour à toi. T'as pas forcément des cours, t'as pas forcément de communauté. Une communauté, mais pas journalière. Non. Et tu changes de ville quand tu veux, Oui. quand tu peux. Oui, il y a aussi beaucoup de cantons. Et bah tiens, d'ailleurs, le Tour de France s'articule comment ? En France, on a des changements de ville posés, une fois, 2 fois par an, l'été, l'hiver, bon voilà. Hein. Et donc en Allemagne, vous tournez comment ? Alors en Allemagne, il y a une règle, on ne doit pas dépenser d'argent pour les déplacements. D'accord. C'est pour ça qu'on voyage beaucoup en stop, à pied, à vélo. Moi j'ai un peu Oui, pareil. J'avais demandé. Et c'est pour apporter quoi cette règle C'est vraiment pour rester dans l'essence traditionnelle du compagnonnage tel qu'il était à l'origine. D'accord. Et parce que c'est fun. Et Ouais. si tu tournes avec ta voiture, ton smartphone, que tu prends le train, t'as pas de dépassement. Enfin, c'est trop facile. Ouais, tu te mets Ouais, pas puis sur et puis tu vas à l'hôtel, et puis... Et tu vas à l'hôtel et tu rencontres personne. Ouais. Et Ouais, ça perd tout son sens, Ouais. en fait.
Et effectivement, on doit trouver un gîte, on doit trouver le couvert, on doit trouver une embauche. Et c'est effectivement pas toujours facile parce que parfois on peut avoir une embauche très intéressante, mais pas de logement à côté. Ou alors on a un logement, mais on trouve pas de travail. Très souvent, ça colle et on peut, c'est parfait. Mais il y a des fois, j'ai eu des situations un peu frustrantes où j'avais une super embauche, mais pas d'endroit où dormir. Et j'ai été contrainte de partir plus loin parce que ça collait pas. Ouais. Et à force, du coup, il y a pas des entreprises un peu référentes qui sont habituées de prendre des compagnons Si, et il que y a du coup, il y a on se un donne réseau, un peu oui. le... Ouais, il y a un réseau quand Oui, même. oui, il y a un réseau qui s'est mis en place. Et vraiment, en cas de gros problèmes, on a quand même des auberges dans lesquelles se réfugier en Ouais. cas de problème, notamment l'hiver. Il y a un petit calepin qui référence un peu des compagnons des entreprises locales qui peuvent accueillir. Oui. Je pense à Fred Provençal, Mm. compagnon Thibault, compagnon intermédiaire de l'Union, qu'on a eu pareil il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps, qui a contribué à la mise en place en France, en tout cas, d'un système de carnet pour justement les itinérants qui veulent voyager un peu à pied. Et voilà, dans ce carnet, tu as des noms un peu partout, où si tu veux t'arrêter, ben, tu peux appeler le numéro, cette personne-là peut te garder, pas forcément pendant 3 mois, mais tu sais qu'il y a un lit et à manger. Et donc ça, il n'y a pas. Maintenant, c'est plus du carnet, on a un forum, c'est en ligne, Ouais, mais ouais. oui, on a des adresses ouais. et on se donne des tuyaux, on se Ouais, donne des annonces. j'ai été là-bas, oui, voilà. tu peux travailler, tu J'étais peux là-bas, dormir. là, il y a du travail Ouais. Platé, c'est un lit. Là-bas, il y a du travail, mais pas de logement. Il y a un logement, mais pas de travail. Là, il y a les deux, vous pouvez y aller. D'accord, ouais. Question toute bête, on parle de Tour de France, mais du coup tu tournes en Allemagne. On dit Tour d'Allemagne ou c'est quand même le terme Tour de France Non, on dit Wanderschaft. C'est D'accord. la randonnée. Wandern, Ok. en allemand, c'est randonnée. Donc Wanderschaft, mais c'est Le voyage. le voyage, le tour, c'est propre aux compagnons. Ok, ouais. D'accord. On va à la vôtre. Allez, Ouais. santé. Merci Santé. encore. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean-Baptiste. Merci de nous accueillir. Merci pour ce Linda, témoignage. merci de nous avoir. Et donc, si tu as une embauche, comme tu dis, là, très intéressante et pas d'emplacement pour dormir, je suppose que juste la tente, dormir sous un pont, ça se fait pas non plus. On n'avait pas de tente. Ouais, tu peux pas la porter, à force. On arrive toujours à trouver une combine. Il y a un collègue qui peut dépanner quelques jours, un voisin, on arrive toujours à trouver une combine. Ouais. Sinon, il y avait la solution aussi d'aller dormir dans les presbytères. Ah, En général, il y a toujours un lit dans les presbytères et Oui. ils accueillent. Culturellement, je suppose qu'en Allemagne, les gens sont plus habitués que nous ici. Oui. Parce que le look, d'abord, fait que les compagnons sont repérables facilement. Et donc, je suppose que si tu demandes quelque chose, si un compagnon te demande quelque chose, c'est pas juste quelqu'un qui fait la manche. Tu sais pourquoi ce compagnon-là demande, en fait. Oui. Les relations sont peut-être plus simples. Oui, les gens sont spontanés. Oui, et dans l'ensemble, les gens sont gentils. Ouais. Et je suis convaincue maintenant qu'il y a plus de gens gentils que de gens méchants. Oui, les gens sont gentils. J'ai arrêté de compter à 340 000 km en stop. 340 000. Oui. Ça s'écrit comment? 340 000, ça fait beaucoup. Il ne Ouais. m'est jamais rien arrivé. Jamais. Oui, parce que oui, tu es aussi une femme à l'époque, jeune. Pas que tu sois pas jeune maintenant, c'est pas ça. Vachement moins. Mais oui, tu te retrouves seul sur une route à faire du stop. Tes parents l'ont vécu comment? Je crois qu'ils n'ont pas toujours très bien dormi. ouais. Comment tu leur as dit d'ailleurs? Tiens, je vais être compagnon, je vais faire mon tour en Allemagne, du coup je vais partir. On va venir me chercher, vous allez me déshabiller. Je crois qu'ils étaient relativement intrigués au début. Parce qu'effectivement, déjà, les compagnons en France ne sont pas forcément très connus. Non. Quand j'explique à mes parents français que je vais partir en Allemagne revêtue d'un Kluft pendant minimum 3 ans, que je n'ai pas le droit de revenir à la maison, ils étaient forcément un peu intrigués. Mais je dirais que mes parents sont relativement
confiants et nous avons eu la chance, mes frères et sœurs et moi, de pouvoir faire ce qu'on voulait. Ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait, en nous informant, en nous prévenant, en nous mettant en garde, mais ils nous ont laissé quand même beaucoup de liberté et ils nous faisaient confiance. Et là, du coup, là, tu nous expliques, donc les compagnons viennent te chercher, ta famille te déshabille, t'es rhabillé. Ça, en fait, on t'en parle avant, t'as le temps de préparer un peu ta famille à ça, ou Oui. tu le découvres sur le moment Non, on t'en parle quand même, effectivement, pour t'organiser, pour préparer ta famille. Enfin, tu pars pour un voyage de minimum 3 ans, donc ça demande un minimum d'organisation. Il y a aussi tout l'aspect administratif à gérer. On n'a plus d'adresse, il faut une assurance, il faut... Ah oui, on part quand même pas le pif au vent, ça se prépare un minimum. Ouais. Et le rituel dont tu parlais, on te le donne avant, tu sais, On connaît pas comment ça tout. se passe? C'est comme les rituels en France. C'est public d'ailleurs, tiens, quand on te rhabille, enfin public. Ta famille est là, assiste, donc Il y a une des partie habits. publique. Mais il y a un moment Il y a une où, partie où il y a toute la famille, et quand on part à pied, Oui. Le reste de l'initiation se fait entre compagnons. Et on ne sait pas sur tout. la route. Voilà, sur la route. Et on ne sait pas tout. D'accord. Oui, donc tout le trajet, là... On découvre Il y a des- au fur et à mesure, comme à l'adoption, à la réception. Et c'est bien de ne pas tout savoir. Mais parce bien que, sûr, bien sûr. Et il y a une réception, à proprement dit? Non, pas vraiment. On revient, donc on se fait raccompagner, on se fait redéshabiller et réhabiller, et la plupart en général reprennent des études. Il n'y a pas de travail de réception à proprement parler, et beaucoup après passent le diplôme de maître. D'accord, parce que c'est un diplôme Oui. en Allemagne. C'est le BM, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, comment tu arrives après à refaire un tour en France Le lien entre le compagnonnage allemand et le compagnonnage... Là encore, c'est le hasard de la vie, et c'est encore un charpentier qui m'a pris en stop. C'est charpentier alors. Ouais, ils sont super les charpentiers. Je revenais d'Italie et j'ai passé la frontière dans le sud de la France. Je ne sais plus où exactement. Et c'est ce compagnon charpentier français qui me prend en stop, qui avait une espèce de centre d'hébergement, de réinsertion, qui faisait des chantiers avec des jeunes, qui m'a hébergé pendant quelques jours et qui m'a dit mais monte à Paris parce que maintenant les femmes sont acceptées à la SOS, va les voir. Donc j'ai passé quelques jours avec ce charpentier et je suis montée à Paris. J'étais encore en tant que compagnon allemand sur le tour. Ah, t'avais pas fini ton tour encore? Non. Et j'ai passé, si je me souviens bien, quelques mois à Paris. Le prévôt m'avait aidé à trouver une embauche. Début des années 2000? Non, on est en 2005, là, je crois. 6, ouais, 2004, 2005, je ne sais plus. Ouais. C'est là que j'ai rencontré Bretonne, Laure. Elle était apprentie dans une entreprise à Argenteuil. Et moi, j'ai été embauchée là en tant que compagnon itinérante allemande. Laure la Bretonne. Ouais, bonjour Laure. Quand on a eu la joie d'avoir sur le podcast. Et la formule française me convenait bien. Je commençais à être un peu en bout de course chez les Allemands. J'avais été un peu frustrée donc, de devoir quitter des villes ou des embauches. C'est beaucoup d'instabilité et affective et matérielle. Je commençais à être un peu fatiguée d'être seule tout le temps et j'étais toujours à l'étranger. C'est la première fois que je commençais à ressentir aussi le mal du pays. Je parlais en allemand, que l'allemand, quand je revenais en France, je bafouillais. Et la luxueuse structure française m'attirait, ça me permettait de me sédentariser, entre guillemets, sans l'être trop, parce qu'il faut bien avouer que la structure des compagnons en France est hyper confortable. Bien sûr. Il y a de l'embauche, il y a du logement, il y a des formations à la clé, il y a plein de choses sympas, logistique en fait, qui est beaucoup plus reposante. Oui, c'est juste du temps de formation en fait, on est juste là pour travailler et se former. Le reste, ça se fait tout seul. Ça me plaisait bien. Donc j'ai fait en sorte de boucler proprement mon tour chez les Allemands
Donc je suis rentrée à la maison, à pied, tout ça. J'ai fait tout ça en bonne et due forme. J'ai prévenu les Allemands. On en a beaucoup discuté avec les compagnons français. Et j'ai ensuite été adoptée en France et j'ai fait mon tour en France. Donc tu as fait 2 tours. Donc j'ai fait 2 tours. D'accord, j'étais persuadé que tu n'avais pas fait de tour en France, tu vois. Comme quoi c'est important de discuter. D'accord, donc là, t'as quel âge quand tu arrives à peu près en France? 2005. 25. Ah oui, donc 25, même Ouais. âgé 20, du coup, 24, 25, oui. âgé pour un début de tour à l'association. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, en général, l'association, quand on arrive à 23-24 ans, il faut avoir des profils un peu particuliers pour pouvoir partir sur le tour, puisque c'est âgé le tour à comprendre, hein, c'est quand même assez long. Et démarrer à 25 ans, ça veut dire qu'on finit, si on vraiment fait 3, 4, 50 tours, on finit tard en fait. Oui. Et on a beau à 25 ans même se dire oui c'est bon, ça va aller, à un moment la vie C'est communautaire fait que c'est compliqué. Pour revenir sur ton tour allemand, juste 2 secondes, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tu finis, tu dois partir, tu parlais de fin d'embauche compliquée parce que tu devais partir, c'est qu'à un moment tu pars. Qu'est-ce qui fait que tu quittes une ville en fait? Fin de contrat. D'accord, donc tu travailles par contrat, Oui. des missions, Oui, ou alors des CDD. D'accord, qui vont de on quoi, fait de un mois Un peu de black aussi, ça arrive. Mais ça arrive. qui vont de quoi, de un mois à quelques mois ou tu arrives à faire des grosses périodes? Oui, un mois, quelques mois. Ce qui était quand même pratique, c'était de trouver une bonne embauche le temps de l'hiver, histoire Oui. d'être au chaud. 7 mois, c'était le plus long que j'ai Ouais. fait. Et après, il n'y a pas, on va dire, une surveillance, parce que du coup, tu dis tu tournes en minimum, en général 3 ans, du coup. C'est 3 ans minimum. Minimum, mais du coup, tu pourrais rester 3 ans dans la même boîte. Ou il y a quand même un contrôle, parce que du coup, là, dans l'idée, moi, je vois vraiment le tour allemand, où c'est toi, personnel, tu fais ta quête personnelle, c'est toi qui décides si tu changes pas. Mais du coup, tu pourrais très bien rester ou 1 an par boîte et faire que 3 entreprises au final. Où il y a quand même un suivi, non? Oui, tu peux. Oui, voilà, Après, c'est- il y a aussi des filous qui bossent pas beaucoup sur leur tour. Oui, du coup, il y a pas un petit contrôle, parce que nous, quand même, je trouve qu'en France, vu que c'est cadré, il y a quand même, voilà, on change tous les ans ou tous les 6 mois, Oui. on est obligé, et si on le fait pas, on en discute quand même. Du coup, en Allemagne, c'est très libre, et donc ça arrive qu'il y en a qui jouent pas forcément le jeu comme... Pas à ma connaissance, mais peut-être. Bah, après, Ouais, il c'est réel. Enfin, faut définir le jeu. Si faire 1 an dans une ville, c'est pas un souci, tu joues quand même le jeu. Tu vois. Après, si tu as obligation induite, c'est-à-dire que c'est pas forcément verbalisé comme ça, mais on comprend que vaut mieux changer de ville tous les 3 mois, passer du temps sur la route, à rencontrer du monde, etc. Mais que se planquer à faire 1 an dans une ville, ça c'est pas trop accepté. Mais bon, ça doit être dit, tout ça, c'est des règles Ouais, induites. oui, ce sont des règles tacites. Et puis Ouais. au bout d'un moment, on a la bougeotte. Enfin, même en France, au bout d'un moment, on a envie de changer de ville. Oui, et mais d'aller Mais voir en fait, ailleurs. c'est ça. Je pense que si tu démarres un tour dans ces conditions-là, c'est que tu sais en fait à quoi tu t'attends. Et comme tu le disais au début, au départ, tu es quand même plus âgé que chez Oui. nous. Là où en fait, nous, on démarre tôt. On démarre jeune le Tour de France. Là, si tu le démarres à 23, 25 ans, tu n'es plus forcément un enfant, tu sais ce que tu veux et tu sais dans quoi tu pars en fait. Or, ces 3 ans, c'est pas non plus. Enfin, c'est long, hein, mais c'est pas 10, tu vois. Et donc, si tu as envie de voyager et de te former, tu voyages et tu te formes pendant 3 ans. Alors, je pense que la réalité doit être compliquée à un moment où, quand tu as des périodes difficiles où tu sais pas où dormir, où tu trouves pas de job pendant 1 mois ou 2, Oui, il y a des moments où tu c'est un fais peu quoi? Tu compliqué, vas ouais. plus loin, tu reviens, Alors moi, j'ai eu le cas un été. Je ne trouvais pas d'embauche. J'ai travaillé dans un hôtel. Donc il m'hébergeait dans une petite piole. Et j'ai tondu la pelouse, j'ai repeint les volets. Et t'as pas obligation de rester dans ton métier que ton métier. Ben, il y a un moment, il faut manger aussi. Tu trouves du ouais, boulot. c'est la survie après. Ouais, Ouais, Bah oui. tu voyages et tu travailles.
Ben voilà, tu voyages et tu travailles. Bon, alors effectivement, c'était pas franchement mon corps de métier, mais bon, j'ai tondu la pelouse dans le parc, j'ai repeint les volets, j'ai raboté des portes, j'ai changé des carreaux. Multiservice. Toujours avec ton chapeau. Voilà, toujours avec mon chapeau. Ouais. Bon, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, mais l'expérience n'était pas désagréable et surtout, ben, je gagnais ma vie, quoi. Génial. Tu trouves, si on doit comparer, vu que tu as fait les deux expériences, est-ce que tu penses que du coup à l'association, alors la logistique est très confortable, est-ce que tu penses qu'on manque un peu justement de ce côté un peu challenge quotidien Un peu roots. Je sais pas. Tout ce que je dis n'engage que moi, hein. Non, oui, et puis après, enfin, Je si- trouve que la comparaison déjà est compliquée parce que les deux systèmes sont quasiment antithétiques. Quand je suis arrivée en France, c'est effectivement très confortable, mais au début, j'ai eu du mal. Alors déjà, j'étais beaucoup plus âgée, j'ai eu beaucoup de mal avec effectivement toutes ces injonctions. Tu fais ci, tu fais ça, tu choisis pas forcément ta boîte. T'as Je beaucoup voulais d'obligations. aller à Toulouse, on voulait m'expédier à Brest. Euh, j'ai trouvé que du coup la transition était un peu trop violente. Pour moi, ça a été compliqué. C'est pas comparable. En fait, c'est vraiment pas comparable. Mais d'un autre côté, effectivement, les itinérants en France sont beaucoup plus jeunes. Donc avoir un cadre autour, ça peut être bien, rassurant pour les parents aussi, probablement. Sûrement. Et il faut dire ce qu'il y a, le système de formation en France est bien plus efficace. Ah oui. C'est incontestable. Oui, mais parce que là, tu parles métier. Tu parles métier, mais l'apprentissage de la vie est peut-être... t'apprends pas la même chose, en fait. Certes, Avec un système allemand ou le système français, t'apprends pas du tout la même chose. Le tour est pas du tout le même. non, mais alors j'en discutais avec une amie qui a tourné avec moi en Allemagne, qui d'ailleurs n'est pas restée dans le métier, qui me disait le tour allemand c'est génial parce qu'effectivement t'apprends la survie, t'apprends à te débrouiller, après plus rien ne te fait peur. Mais elle me disait qu'au niveau métier, elle n'a pas eu l'impression de progresser. Faut tomber sur les bonnes boîtes, en fait. Bah ouais. Et les bonnes personnes, je suppose, dans les boîtes. Et c'est un peu trop instable pour pouvoir avoir une progression continue. Oui, il n'y a pas de progression écrite, en fait. Non. Ouais. Et d'ailleurs, le dessin en menuiserie, sur ton tour en Allemagne, vu qu'il n'y a pas forcément de cours, t'as ton... c'est pas un CAP, mais tu as ton apprentissage de fait, donc tu as tes bases d'apprenti. Oui. Et après, tu apprends dans l'atelier sur le tas. Oui. Ouais. Et moi, le dessin, j'en ai fait beaucoup en formation. J'en ai quasiment pas fait sur mon tour en Allemagne. Et j'ai repris quand j'étais en France, dans les salles de cours. Ta formation dépend vraiment de l'entreprise et du chantier qu'il y a dans l'entreprise, en fait. Oui. Et la peine que tu te donnes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être motivé et avoir les idées, savoir ce que tu veux apprendre. Oui. Et aller chercher, justement... Ouais, parce qu'en fait, tu peux très bien tomber dans une boîte qui est au top, mais tu tombes sur la période où ils font, je vais dire une bêtise, mais que des tiroirs classiques pendant 2 mois pour une grande série. Bah, du coup, tu tombes pas au bon moment pour t'élever professionnellement aussi, quoi. Bah, Donc c'est vraiment une question de timing et de... En France, il y a des boîtes aussi plus ou moins intéressantes. Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. La rémunération, le compagnon allemand est bien payé sur son tour ou... Ça dépend des boîtes. Ça dépend des boîtes. Ça dépend des boîtes, ça dépend des secteurs géographiques, ça dépend. Et puis pareil, du coup, tu apprends pour le coup à négocier tes contrats. Parce que nous, on fait pas... Oui. On fait très peu, parce que nous, avec les formations, c'est en général le prévôt qui dit... c'est un contrat pro, le salaire, ça va être tant, parce que c'est une grille. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça manque un peu, ça. Alors nous, vu qu'on c'est un peu différent chez Tonoli, on arrive quand même à choisir un peu nos embauches, mais en fait, je trouve qu'en France, on est vite dans les grosses corpos, on est vite chez l'ancien, qui a l'habitude tous les ans, il prend des jeunes. Et en fait, on n'a pas ce côté entretien d'embauche où je dois un peu me défendre et négocier mon contrat. Chez l'ancien ou dans une entreprise qui a l'habitude de prendre des compagnons, les grilles de salaire sont faites. J'ai un itinérant ou pas, mais souvent c'est des niveaux. Niveau COEF, t'es à ce salaire-là, t'es à ce salaire-là. Ouais. Et point. Et puis de toute façon, si t'es pas content et que tu t'en vas, c'est pas grave. Du monde, il y en a derrière. Oui, mais du coup, t'as pas trop... je trouve que ça manque. Alors après, comme on disait avec Linda, nous, l'itinérant, initialement, est jeune. Et quand tu as juste 18 ans, que tu sors juste d'un CAP, aller négocier un salaire, si tu veux, vaut mieux commencer à apprendre. C'est toujours plus simple, un salaire à négocier, c'est plus simple quand tu es déjà autonome et bon dans l'atelier,
Plutôt que d'arriver en disant non, mais moi, t'es 1400 balles, Et puis, ça va pas, moi j'en veux 3000. Ouais, mais finalement, en fait, tu sors du tour à 20-25 ans, mais tu sais pas négocier. Enfin, Après, t'as rien jamais t'en- fait d'entretien d'embauche. Rien En soi. t'empêche de négocier tes salaires. Hein. Rien t'empêche d'aller voir ton singe en lui disant, ton singe, le patron, rien t'empêche d'aller voir ton singe en disant mon salaire me suffit pas. Mais après ça, les jeunes les font. Hein. Tu sais, s'il faut racheter une voiture, faire un crédit et que ton salaire te suffit pas, bah, le réflexe c'est d'aller voir le prévôt d'abord parce que c'est lui qui a Ouais, qui a les clés en main. les clés en main. Si le prévôt, se bouge pas, ou 2, décide que ton salaire est suffisant, parce que c'est pareil, rien t'empêche, toi, d'aller voir ton singe et de lui parler. Mais voilà. Après, oui, nous, en tonnellerie, on est un peu à part, où il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes. Et puis, rapidement, les jeunes, en fait, sur le tour, sont assez bons dans les ateliers. Et donc, voilà, et demander une rallonge, c'est un peu plus simple. Oui, si je peux me permettre. Tu peux. Quand on a des jeunes, alors effectivement, on a des grilles de salaire, mais quand on a des jeunes qui carburent bien, on leur donne des primes aussi. Oui, mais c'est pour ça, en fait, le jeune qui va pas oser aller parler salaire avec son patron, ce sera pas l'ancien qui négociera son salaire de toute façon. On a eu l'exemple avec Vincent Rouet, qui en début de tour, en fait, fait sa mission, donc un itinérant, un aspirant tonnelier, qui fait sa mission et qui en fin de mission, fin de changement de ville, va voir son patron en disant, ben voilà, il sait qu'il a été bon, il sait qu'il a dépassé ce qu'on lui demandait, va demander une prime, simplement. Mais sauf que c'est pas juste je suis pas content, je veux un salaire, c'est que faut apprendre à emmener ça en fait. Comment tu le présentes et comment tu te rends indispensable ou comment tu fais réaliser à ton patron que tu le mérites. Et il a eu sa prime. Ah oui, non mais après Vincent, faut s'en méfier. Non, mais nous, on a un jeune itinérant là qui travaille très bien et qui à un moment a fait beaucoup d'heures. On lui a fait une prime. Il était branché arrêtier, donc on lui a acheté une belle fosse équerre Olmia pour Noël. Ses parents sont venus lui rendre visite, je ne sais plus quand, au mois d'avril. Il a pris ses 3 jours, pas de problème. Quand les jeunes sont bons et de bonne volonté, Oui. on essaie d'être juste en face aussi. Ouais. Après, là, ce que tu dis, Bichette, c'est ça aussi, c'est que là, c'est bien, vous vous êtes rendu compte, vous, en tant qu'employeur, que le jeune est valable et donc tu fais en sorte qu'il le ressente. Mais il faut que le jeune soit capable aussi de connaître sa valeur et de dire, voilà, là, je me fais exploiter, clairement. Je fais des heures, on ne me les paye pas. Et comment est-ce que je vais confronter mon singe ? Ouais, mais à contrario, on a eu une expérience nettement moins positive cet hiver. Le jeune, déjà, ne gagnait pas sa paye. Il Donc la là, méritait pas. Il la gagnait pas, clairement pas, non. Ouais. Mais c'est dans les deux sens. Hein. Il Il faut être capable d'entendre quand on n'est pas bon. Hein. Il perdait trop de temps, il passait son temps à papoter, à couper les cheveux en 4. Et donc là, l'achat d'entreprise que t'es, là, ta réaction en face justement d'un jeune ou moins jeune qui... Comment tu gères la situation? Comment tu gères? C'est compliqué, vraiment c'est compliqué. J'essaie de rester calme. Dit-elle en rigolant. C'est pas toujours il est sous la dalle. évident. Non, c'est pas toujours évident parce qu'il faut essayer de rester juste. Surtout ne pas tomber dans les attaques personnelles ou la méchanceté. Il faut essayer de rester calme. C'est le genre de confrontation que je n'aime pas du tout. Moi, ça me stresse très vite. Mais il y a un moment, il faut lui dire. Le boulot, là, tu as passé 3 fois le temps. Finalement, ça va pas, faut recommencer. On avait des ouvrages un peu compliqués à faire. On avait 12 gigantesques menuiseries à faire en même temps. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu ne mélanges pas les lames. Tout est repéré, numéroté. Je lui ai dit 10 fois et il a tout mélangé. Et je dis, mais ça, je suis désolée, mais pour ça, faut pas être menuisier. Tu vois, t'as 4, tu fais un tas de 4, t'as 5, tu fais un tas de 5, 6, tu fais un tas de 6. Et ça demande pas de compétences particulières, quoi. Attention. Donc oui, il faut pas s'énerver, mais il y a un moment... En général, je m'en vais. Tu t'es énervé. Oui, j'ai un peu tu t'es craqué, et dans ces cas-là, je m'en vais. Si tu me remets tout dans l'ordre, je vais boire un café. Je vais tendre la pelouse. Je remets mon chapeau. Avant de vraiment craquer. Non, mais c'est pas fastoche. Ouais, non, c'est pas simple. Mais c'est pareil, ça, tu vois. Alors, oui, nous, jeunes itinérants, on ne sait pas négocier un contrat. Par contre, je pense que nous, jeunes patrons, on n'a pas forcément les outils non plus pour gérer des gars. Parce qu'en fait, dans nos maisons, les discussions sont vite binaires. C'est-à-dire que quand on se prend la tête, on se prend la tête.
Enfin, c'est vite des discussions un peu. Oui, j'ai raison, t'as tort. Hein. Ouais, et puis enfin, c'est de la confrontation, et puis on se met d'accord, et puis c'est fini. Mais ça, dans un atelier, ça marche pas, surtout avec un employé. Tu peux pas parler à tes employés comme tu parles à un picoterie. Non. Picoterie, c'est les itinérants dans les maisons. Et on n'est pas manager. Et ça, je trouve que ça nous manque, Oui. ça nous manque cruellement. Alors, on est des bons tonneliers, des bons menuisiers, des bons charpentiers. Et j'en discutais avec un charpentier il n'y a pas longtemps. Effectivement, on est bon dans nos métiers, mais on n'est pas manager. Oui. Et des fois, on peut être un peu maladroit. Sans le c'est- vouloir, mais c'est que c'est maladroit. des métiers différents. Hein. Ah oui. Mais comme être patron, en fait, c'est un métier à part d'être bon menuisier. Enfin, patron, pour moi, c'est un métier qui est différent. Et gérer une entreprise, c'est complètement différent que de gérer un chantier dans une entreprise où la structure est déjà établie. Mais ça, après, je pense qu'on l'apprend aussi, c'est l'expérience de la vie qui fait qu'on se forme là-dedans. Enfin, Oui, la sensibilité, ouais, il y a plein de choses. dans ces moments-là, tu repenses à ton tour allemand où tu dis, où tu fais le rapprochement de cette période-là, je sens que ça m'a appris, ça me sert aujourd'hui pour gérer telle situation. Dans mon travail d'employeur, Ouais. non. 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 Tu fais pas Non, parce que vraiment, quand j'étais sur le tour allemand, déjà j'avais 20 ans de moins. J'étais loin de ce genre de préoccupations. Moi, j'ai eu ma boîte depuis plus d'une dizaine d'années, mais j'ai travaillé seule avec un ancien pendant très longtemps. Donc ça, ce sont des considérations qui n'entraient pas en ligne de compte. On était tous les deux, donc on se connaissait tellement bien que Ça roulait. ça roulait. On a terminé l'atelier là il y a 7 ans. Donc on reprend des itinérants. Avant, il n'y en était pas question, on n'était pas aux normes, on n'avait pas la quantité de travail, etc. Donc c'est relativement récent et j'apprends là maintenant À gérer du jeune. et à être employeur. Parce qu'avant, on était seuls. Il y avait tout un tas de problèmes qu'on n'avait pas. Ouais. Et quand on a commencé à prendre des jeunes, moi j'étais très très enthousiaste jusqu'aux premières déconvenues. Parce que tu te voyais, toi, itinérante, en fait. Oui, parce que c'est hyper exaltant. Et la première à être venue, elle avait fait la démarche de se présenter, je veux venir travailler chez vous. Elle nous avait trouvé, elle n'avait pas passé la porte, que c'était évident qu'on allait l'embaucher. J'ai trouvé ça vraiment super. Et ça s'est hyper mal passé. Je me suis un peu pris une douche froide. Et je dis, ah oui, effectivement, c'est pas si simple. À l'humain, c'est compliqué. Et en tant que patron, tu as des formations accessibles Et ben non, et alors là, c'est le truc que j'aimerais bien, j'en ai parlé au congrès à Périgueux, j'aimerais bien pouvoir faire des stages, des formations et des trucs, mais visiblement... Il y en a pas chez les compagnons ou il n'y en a pas du tout Alors, il me semble qu'il y en a chez chez les compagnons. Alors après, est-ce que c'est vraiment de la formation chef d'entreprise, management, etc. Il me semble qu'il y a des formations pour sédentaires, tu sais. Alors peut-être pas dans toutes les villes, mais j'ai en tête un courrier de Bordeaux qui justement donne des dates de formation disponibles pour du sédentaire. Je crois que Berry, il a fait une formation comme ça chez les compagnons. Oui, ouais, mais il y a des formations. Alors après, c'est peut-être pas sur toutes les provinces, c'est peut-être pas tout le temps. J'en ai discuté avec un compagnon à Périgueux, là, au congrès des menuisiers, qui me disent que oui, c'est possible, mais alors quand, comment, si, je suis encore en train de chercher. Là. Oui, mais il y en a de la formation. Mais est-ce que c'est vraiment de la formation de chef d'entreprise? Je ne sais plus, mais je me souviens qu'il y avait même un listing en fait de sujets particuliers. On pouvait s'inscrire à tout ou pas, une espèce de module. C'était pas mal fait, mais est-ce que c'était que Bordeaux à ce moment-là parce qu'il y avait une structure en place qui permettait de... Je sais pas, c'est possible. Ton tour, toi, ton tour français, tu l'as fini? Non. Non, mon tour français, je ne l'ai pas fini et je l'ai amèrement regretté et très vite. Ah ouais? Oui. Donc Paris d'abord? Paris, Ouais. Angers. Alors Paris, je suis restée presque 1 an, je crois, puisque j'ai changé de ville après, donc il fallait que je normalise. Stagiaire? Enfin, Oui, c'était stagiaire à l'époque. Il a fallu normaliser donc avec les Allemands, les Français, j'ai fait mon année, etc. Ah oui. Ton diplôme allemand est équivalent? Équivalent, oui, Okay. c'est un équivalent. Et en plus, moi j'ai fait ma formation pas très loin de la frontière, donc j'ai eu la chance d'avoir un diplôme dans les 2 langues. Ah oui. Donc pour les équivalences, c'était facile.
Donc je suis allée à Angers, et à Angers, ça ne s'est pas très bien passé. Et j'ai craqué en cours de route. Je commençais à être âgée, beaucoup plus âgée que... Ça s'était pas très bien passé à la maison, ça s'était pas très bien passé avec mon responsable de corpo, ça s'était pas très bien passé à la boîte. Ah oui, dur année quoi du coup. Oui. Ouais, une année un peu dure, je commençais à être un peu vieille, j'ai pas très bien vécu le côté trop directif, fais ci, fais ça. Oui. Je voulais aller à Toulouse faire de la marqueterie, on m'a dit non, tu iras à Brest faire de l'agencement. Je me sentais pas bien, ni à la maison ni à la boîte. J'envisageais de faire un changement de ville à vélo. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a fait craquer. On m'a laissé mariner jusqu'au dernier moment et on m'a dit oui, tu peux faire ton changement de ville à vélo, mais lundi, tu es à l'embauche. On est vendredi. Ah ouais, super. Ah ouais. Et- Alors ça, c'est assez drôle parce que tu vois comme quoi les villes et les anciens dans les villes sont vraiment... Il y a une hétérogénéité de dingue parce qu'on est plusieurs à avoir fait des changements de ville à pied, des changements de ville à vélo, ça n'a jamais été un souci. Et là, je pense que tu es tombé sur un turlot en fait, où quitte à t'embêter, on va y aller à fond, mais changement de ville en vélo, t'en as plein qui l'ont fait. Alors après, est-ce que c'est organisé différemment? Est-ce que... Enfin, ça se fait. C'est dommage. Oui, mais C'est dommage. c'est pas grave, c'est que ça devait Ouais. se passer comme ça. Et en fait, j'ai quitté Angers, mais vraiment sur un coup de tête. En plus, Angers-Brest, ça se fait dans un week-end, ça, en vélo. Oui, facile. Et je suis partie. Voilà, je suis partie, j'ai fait mes petites affaires, je suis descendue à la maison, j'ai salué tout le monde et je suis partie. Et après, j'ai été contactée par des compagnons qui m'ont dit mais en gros, t'es débile, pourquoi t'as pas... On aurait pu trouver une solution, qu'est-ce que tu fais là? Bon bref, Ouais. perclus d'orgueil, je n'ai pas fait demi-tour, mais j'ai très vite regretté. Ouais. Voilà. C'est pas simple. Oui. C'est pas simple. Mais bon, au final. Et au final... Parce que je vois quand même une canne de compagnons derrière. Donc, Oui. Il y a une suite quand même à Alors ça. sur eBay, tu les achètes? Suite à cette mésaventure à Angers, j'étais tellement déstabilisée que j'ai même envisagé de changer de métier. Ah oui. Parce Ah oui. que je me suis dit que vraiment j'étais Ah oui, nulle et cicatrice profonde. que c'était pas la peine d'insister. Et j'ai eu mon fils, mon premier fils. Et quand on a un enfant, on raisonne plus pareil. L'important, c'est de pouvoir nourrir cet enfant et de subvenir à ses besoins. Et je suis tombée par hasard sur une petite annonce dans le bien public d'un menuisier qui cherchait des employés. Donc j'y suis allée. J'avais eu rendez-vous un samedi matin à 7h à l'atelier pour un entretien d'embauche. Ça, c'est un bon test. Je me suis dit, c'est un furieux. Ouais, c'est un bon test. Attention. Ouais. J'y suis allée parce que j'avais vraiment besoin de travailler et je suis tombée dans un atelier absolument magnifique, des ouvrages splendides. Un maître Jacques, un Saint-Joseph, Ouais. un Ah, monsieur c'est en amusant. largeau en train de tracer des trucs au compas. Et ma première pensée, ça a été « Eh merde, encore un compagnon, ils sont partout. » Ouais. J'ai travaillé avec ce monsieur pendant 12 ans C'était où? à Norges-la-Ville, à côté de Dijon. D'accord. On a travaillé ensemble pendant 12 ans. Ça a été une des meilleures périodes de ma vie. Donc un ancien de Dijon, Un ancien de Dijon. Il m'a appris énormément de choses. on peut le nommer. Oui, Dominique Le Cambrésien, Dominique Bridel, Le Cambrésien, Dominique. Un homme absolument formidable. Dominique le Cambrésien, Dominique Le Cambrésien, oui. c'est pas commun. Donc de Cambrai. De Cambrai. Alors, oui, donc en fait on parle, mais on ne se rend pas compte que les gens ne savent pas. Les compagnons menuisiers n'ont pas de nom compagnon. Enfin, il y a un nom de compagnon, mais pas une vertu. C'est-à-dire que ça va être le prénom et le nom de province. Oui. Ah oui. Voilà. Donc Dominique, son prénom, le Cambrésien, ce qui doit être de Cambrai, si Oui. tout va bien. Voilà. Voilà. Donc Dominique le Cambrésien, son nom de compagnon. Oui. Comme quoi ça devait se passer comme ça au final. Oui, Parce enfin, que j'ai quand pas tout pris s'aligne le- comme ça, c'est que. J'ai vraiment pas pris le chemin le plus court, mais je suis assez contente que ça se soit passé comme ça. Et je pense que de toute façon, je n'étais pas suffisamment disciplinée et docile pour rester dans le droit chemin. Oui, mais là aussi, le tour allemand, en fait, a sûrement cultivé ça aussi.
C'est-à-dire que tu restes libre de ce que tu fais pendant ton tour allemand, même si tu as certainement des difficultés et tout le reste, mais tu es libre de ce que tu fais en fait. Tu vas où tu veux, tu dors où tu veux, tu marches comme tu veux. Il faut juste le trouver par contre, cet endroit où dormir et cette embauche-là. Par contre, on vient te dire ce soir c'est court jusqu'à 10h. T'es à la bourre sur tes dessins. Ça, c'était pas trop compliqué, Ouais. ça. Au contraire, je trouvais ça même plutôt excitant d'avoir la possibilité de faire plein de projets. Ouais. Même les réunions communautaires, même les nettoyages communautaires le dimanche. Ça me gênait pas. Au contraire, il y avait la vie en communauté, c'est sympa. Il y a un côté colo qui est pas désagréable. Non, moi, ce que je vivais assez mal, j'avoue, c'était les sorties communautaires le dimanche. Ouais. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu veux faire le dimanche? Ah oui, non, mais alors, il y a un truc qui m'avait dépassé, c'était rendez-vous à 7h pour aller faire de la rando. Ouais. Je dis, mais... T'es pas rentré de boîte à 7h. Bah non, mais 7h le dimanche, on peut aller faire une rando à 9h. Il va pas bouger ton chemin là, il sera encore là à 9h. Ça, j'avoue qu'à la fin, j'en avais. Ouais. Et puis c'est le sens d'obligation de faire ta rando, de faire ta sortie communautaire. T'as pas le droit d'être fatigué. Enfin si, t'as le droit d'être fatigué, mais si on peut pas ça dormir le intéresse dimanche personne. matin, quand est-ce qu'on dort? Ah bah, Parce qu'avec les semaines qu'on enquille, quand même, dors quand t'es dormir c'est bien sédentaire. quoi. Voilà. Et le retour, donc tu travailles à Dijon. Tu restes en contact avec les compagnons. Non, je n'ai pas été en contact avec les compagnons pendant très longtemps, mais je les ai toujours croisés. Ils ont toujours été là, mon chemin a toujours croisé le leur, et beaucoup de compagnons, beaucoup d'esprits libres, des compagnons pas forcément en règle, des compagnons pas forcément très dociles ni disciplinés, mais qui incarnaient et vivaient les valeurs du compagnonnage. Très peu de blabla, mais ils agissaient en bons compagnons. Et des hommes vraiment avec ces valeurs chevillées au corps, et j'ai trouvé ça bien plus efficace et touchant que les gens qui causent beaucoup mais qui font pas grand chose quoi. Vous n'avez pas créé votre mouvement du coup Non. Scission de menuisier. Non. Et après, donc après j'ai ouvert ma boîte, j'ai travaillé avec Dominique pendant une 10-12 ans. On a ouvert ici l'atelier et on a commencé, alors c'est une idée que j'avais dans la tête pendant un moment, de créer un point de passage pour des compagnons allemands, de prendre des itinérants, de proposer des embauches. Donc j'ai demandé après ma réintégration pour pouvoir prendre des itinérants. Et ça s'est fait petit à petit. Et pendant très longtemps, je songeais à demander la réception, à postuler pour la réception, sans oser le demander parce que je me sentais illégitime et pas assez compétente. Donc j'ai tourné autour du pot pendant très très longtemps, plusieurs années. Et finalement, c'est Dominique qui m'a dit bah vas-y. De toute façon, au pire, ils disent non. Et le nom, tu l'as déjà après. Ouais. Donc finalement, je l'ai fait. Quels critères pour être mis en chantier ou prétendre à la réception une fois que tu es sédentaire? Quand tu demandes, on te dit quoi? J'ai fait un courrier pour motiver les raisons pour lesquelles je voulais le faire. Il a fallu trouver le travail à réaliser. Après, l'engagement auprès des jeunes, on l'avait déjà. La boîte, on l'avait déjà. On prenait des itinérants. Oui, les valeurs étaient déjà là en fait. Les raisons étaient déjà là. Donc ça a été, la mise en chantier, le travail, tout ça, ça a été un peu long. Il y a eu des réunions, il y a eu des allers-retours, mais je trouve que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Avec la Chambre de Dijon, ça s'est bien passé. Ils ont tous été super. Ouais. Ouais, c'est pas parce que tu es mis en chantier, mis en chantier, c'est que tu travailles sur ta réception pour devenir compagnon. C'est pas parce que tu es sédentaire qu'on va te recevoir compagnon parce que voilà, on te voit depuis longtemps, on sait ce que tu vaux, donc ce week-end, réception. Non, tu as un travail à faire. Ah non, ça a été long. Oui, c'est plus long d'ailleurs, forcément, puisqu'il faut. C'est souvent plus difficile d'être reçu compagnon alors que l'on fait la demande en sédentaire plutôt que quand on est itinérant. Ouais, J'ai trouvé que c'était long, mais que le temps avait été nécessaire. Ça a été tout un parcours, tout un cheminement. Et d'ailleurs, les compagnons m'avaient dit, mais ça va être long. Je dis, bon,
ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, ça fait 20 ans que je suis partie. Je ne suis pas pressée et ça arrivera quand ça devra arriver. T'as fait quoi comme projet du coup? J'ai fabriqué une console. Alors, nous travaillons actuellement à la cathédrale de Nevers. Et il y a dans une chapelle une console sculptée avec des fleurs de chardon. Et lors des recherches architecturales avec la CMH, monsieur Étienne Barthélémy, on a trouvé des fantômes, des traces au mur d'une ancienne console. Donc l'idée était de refaire la console, mais en bois pour montrer qu'elle n'est pas d'origine. Donc j'ai reproduit la console et sur cette console sera posée une Pietà polychrome qui date du XIIe siècle. D'accord. Beau projet. Bon projet. T'es obligé de travailler avec les monuments historiques pour ça ou c'est une On espèce travaille d'archéologie expérimentale? on travaille avec les monuments historiques. De toute façon, là, en fait, c'était dans le cadre d'un chantier d'entreprise. On aurait dû la faire et ça collait parfaitement comme travail de réception. Ah oui, c'est un de tes chantiers que tu fais passer, Oui. enfin que tu vas faire toi et que tu utilises en travail de réception. Oui. Donc j'ai travaillé, enfin j'ai fait, c'est un travail d'entreprise et au-dessus il y avait 3 panneaux que j'ai fait en arasé qui représentent un Golgotha. Donc j'avais 2 panneaux arasés avec une plus petite échelle, des crucifix, et le panneau du milieu avec une échelle un peu plus grande m'a servi de support de pièces à monter. Gepetto, un compagnon ébéniste de l'Union, c'est pas son nom Gepetto, Ouais. c'est... Corrézien, le novateur. Ouais. Qui en fait, quand on est allé le voir pour faire le podcast, il avait un bout de limon complètement tordu sur son établi. Donc on a fait le podcast avec le limon sur le côté. Et il a envoyé des photos Une fois fini. de l'escalier fini. Donc c'était un escalier pour un Indien. Enfin, pas pour un Indien. Ça n'existe plus, mais pour un compagnon charpentier des devoirs, passionné un peu du devoir de liberté. Et donc il a fait un pommeau de canne d'Indien. Tu sais, c'est des pommeaux au torse. Il a incrusté ça, il a inclus ça dans l'escalier comme une canne en fait. Ouais, il a fait bien s'amuser. Plutôt chouette. Ouais. Ouais, mais c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que souvent l'artisan, tu sais, t'as où l'image, c'est forcément un gars avec des copeaux jusque-là, qui fait des tables hors de prix, ou le voleur. Et la réalité, c'est pas ça. C'est qu'un artisan, c'est d'abord quelqu'un qui aime son métier, qui gagne sa vie comme il peut, et qui fait par contre des travaux de dingue, quoi. Tu vois. N'hésitez pas à vous abonner à notre page pour ne rien rater des prochaines vidéos et soutenir notre travail. Chaque écoute compte et chaque abonné nous donne la force de continuer. Merci à vous et à bientôt.